Comment gérez-vous la douleur et la souffrance? La révélez-vous, la cachez-vous ou la transformez-vous? Révéler votre douleur peut parfois attirer plus de mal que de guérison. C'est une réalité dure, mais il y a ceux qui trouvent une satisfaction tordue à être témoins de la souffrance des autres, allant même jusqu'à l'alimenter. Ce mélange troublant de sadisme et d'envie peut considérablement entraver la croissance personnelle, se manifestant dans diverses sphères de nos vies, que ce soit au travail, dans nos cercles sociaux ou même parmi la famille. Cependant, en vous réside une source remarquable de force, un pouvoir caché, attendant d'être exploité. L'art de transformer les vulnérabilités en pouvoir inébranlable. Dans cette vidéo, nous allons montrer 12 stratégies stoïques profondes qui vont vous enseigner exactement cela. Comment influencer votre propre destin et dominer n'importe quel scénario avec facilité et discrétion. Ces stratégies sont des outils puissants basés sur des principes philosophiques éprouvés qui vont depuis la façon d'utiliser votre esprit jusqu'au pouvoir des actions justes au bon moment. Avant de commencer, permettez-moi de partager une histoire qui va vous aider à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Dans un ancien village près des montagnes vivait un forgeron nommé Thomas. Il était connu pour sa capacité à créer les meilleures épées de toute la région. Cependant, Thomas cachait une profonde douleur. Il avait perdu sa famille dans un incendie il y a des années et cette tragédie le hantait chaque jour. Pendant longtemps, Thomas a travaillé en silence, cachant sa douleur derrière le bruit du marteau sur le métal. Il pensait que s'il montrait sa vulnérabilité, les gens le verraient comme faible. Mais un jour, un vieil homme sage est arrivé à sa forge. Cet homme qui avait voyagé le monde et étudié la philosophie stoïque a remarqué la tristesse dans les yeux du forgeron. « Thomas, dit le vieil homme, je vois que tu portes un poids énorme. Tu penses que ta douleur est une faiblesse, mais as-tu déjà considéré qu'elle pourrait être ta plus grande force ?» Thomas a été surpris. Comment la douleur pourrait-elle être une force? Le vieil homme a expliqué: chaque fois que tu frappes le métal avec ton marteau, tu transformes quelque chose de brut en quelque chose de beau et de fort. Pourquoi ne fais-tu pas la même chose avec ta douleur? Cette conversation a changé la vie de Thomas. Il a commencé à voir sa souffrance non pas comme quelque chose à cacher, mais comme une matière première qu'il pouvait transformer. Chaque épée qu'il forgeait portait maintenant l'essence de sa transformation personnelle. Et avec le temps, les gens ont commencé à remarquer que ces créations n'étaient pas seulement belles, elles étaient remplies d'une force indescriptible. La morale de cette histoire est que dans la vie, nous avons tous des douleurs et des vulnérabilités. Mais comme Thomas l'a appris, ce n'est pas la douleur elle-même qui nous définit, c'est ce que nous faisons avec elle. Avant de commencer avec la première stratégie, si vous trouvez ce type de vidéo utile, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour rester à jour avec les nouveautés. Commençons. Stratégie 1. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes-vous déjà senti prisonnier de circonstances que vous ne pouvez absolument pas changer? Cette sensation d'impuissance, ce sentiment que peu importe vos efforts, certaines choses restent hors de votre portée. C'est l'une des expériences les plus frustrantes de la vie humaine. Mais ici se trouve une vérité puissante que les stoïciens ont découverte il y a des milliers d'années. La véritable liberté commence lorsque vous acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Pensez-y un instant. Combien d'énergie gaspillez-vous chaque jour à vous inquiéter de choses qui sont complètement hors de votre contrôle? Le temps qu'il fera demain, les opinions des autres sur vous, les décisions que quelqu'un d'autre prendra, les événements qui se sont déjà produits dans le passé. C'est comme essayer de retenir l'eau entre vos doigts. Plus vous serrez fort, plus elle s'échappe rapidement. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïques, a enseigné que nous devons diviser tout dans la vie en deux catégories. Ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, nos réactions, nos valeurs, nos efforts. Ce qui n'est pas sous notre contrôle,
Pratiquement tout le reste, le comportement des autres, les résultats de nos efforts, la santé, la richesse externe, la réputation. Maintenant, voici la partie difficile. La plupart d'entre nous passent 90% de notre énergie mentale à nous préoccuper de choses qui appartiennent à la deuxième catégorie. C'est épuisant. C'est comme nager contre un courant implacable qui ne cesse jamais. Mais quand vous commencez à pratiquer l'acceptation de ce que vous ne pouvez pas contrôler, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de lutter contre la rivière et commencez à flotter avec elle. Cela ne signifie pas devenir passif ou résigné, absolument pas. Cela signifie concentrer votre énergie précieuse sur ce que vous pouvez réellement influencer. Si vous perdez votre emploi, vous ne pouvez pas contrôler cette décision, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Allez-vous vous effondrer dans le désespoir ou allez-vous voir cela comme une opportunité de réinvention? C'est votre choix. Voici un exercice pratique que vous pouvez faire dès maintenant. Prenez un papier et divisez-le en 2 colonnes. Dans la première, écrivez tout ce qui vous inquiète actuellement. Dans la seconde colonne, marquez honnêtement si chaque chose est sous votre contrôle ou non. Vous serez surpris de voir combien de vos inquiétudes tombent dans la catégorie « hors de mon contrôle ». Pour chacune de ces inquiétudes, pratiquez consciemment de les lâcher. Dites-vous « ceci n'est pas sous mon contrôle, donc je choisis de ne pas gaspiller mon énergie dessus ». Au début, cela semblera contre-intuitif, même inconfortable. Nous sommes conditionnés à nous inquiéter, à essayer de tout contrôler. Mais avec la pratique, vous découvrirez une légèreté que vous n'avez jamais connue. Vous dormirez mieux, vous aurez plus d'énergie, vous serez plus efficace dans les domaines où vous pouvez réellement faire une différence. Comme Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Stratégie 2. Transformer les obstacles en opportunités. La vie ne se déroule jamais exactement comme prévu. Des obstacles apparaissent constamment sur notre chemin. Un projet échoue. Une relation se termine. La santé vacille. L'argent se raréfie. Et dans ces moments, nous avons 2 choix. Voir l'obstacle comme une fin ou le voir comme un début. Les stoïciens avaient une perspective fascinante sur les obstacles. Ils ne les voyaient pas comme des ennemis à éviter, mais comme des opportunités déguisées. Marc Aurèle a écrit « L'obstacle au chemin devient le chemin. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin ». C'est une idée révolutionnaire quand vous y réfléchissez vraiment. Imaginez que vous êtes sur un chemin vers un objectif important. Soudain, un énorme rocher bloque votre passage. Quelle est votre première réaction? Probablement la frustration, peut-être même la colère. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais les stoïciens vous demanderaient de faire une pause et de regarder différemment. Ce rocher peut-il devenir un escalier? Peut-il vous enseigner quelque chose que vous n'auriez jamais appris autrement? Pensez aux plus grandes réussites de l'histoire humaine. Combien d'entre elles sont nées de l'échec? Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Mais il n'a jamais vu ces tentatives comme des échecs. Il les voyait comme des découvertes de ce qui ne fonctionnait pas. Chaque obstacle lui apprenait quelque chose de nouveau, le rapprochant de la solution. Alors comment appliquer cela dans votre vie? Commencez par changer votre langage interne. Quand quelque chose ne va pas, au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» ou « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Cette simple reformulation change tout. Elle transforme votre cerveau de victime en résolveur de problèmes. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Supposons que vous perdiez votre emploi de manière inattendue. Obstacle évident, n'est-ce pas? Mais regardez plus profondément. Peut-être que ce travail vous rendait malheureux, mais vous étiez trop confortable pour partir. Peut-être que cela vous pousse maintenant vers une carrière que vous avez toujours rêvé de poursuivre, mais que vous aviez trop peur d'essayer. Peut-être que cela vous enseigne la résilience, une qualité que vous aurez besoin dans votre prochain chapitre. Ou disons qu'une relation se termine. C'est douloureux, aucun doute. Mais que vous apprend-elle sur vous-même?
sur ce dont vous avez vraiment besoin dans un partenaire, sur les schémas que vous devez briser. Chaque obstacle porte en lui les graines de la croissance, mais seulement si vous êtes disposé à chercher ces graines. Voici la clé. Les obstacles ne deviennent des opportunités que lorsque vous agissez. Vous ne pouvez pas simplement penser positivement et espérer que tout s'arrange. Vous devez rouler vos manches et vous mettre au travail. Vous devez demander « Quelle action puis-je prendre maintenant qui transforme cette situation ?» Parfois, c'est une petite action, parfois c'est une grande. Mais c'est toujours une action. Les stoïciens croyaient que chaque difficulté est une chance de pratiquer la vertu. Un obstacle financier, c'est une chance de pratiquer la frugalité et la créativité. Un conflit relationnel, c'est une chance de pratiquer la patience et la communication. Une maladie, c'est une chance de pratiquer le courage et la gratitude pour ce que vous avez encore. Commencez aujourd'hui. Identifiez un obstacle dans votre vie en ce moment. Un seul. Maintenant, passez 10 minutes à brainstormer comment vous pourriez le transformer en opportunité. Ne censurez pas vos idées. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous serez surpris de ce que vous découvrirez. Comme Sénèque a dit, les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps. Stratégie 3. Pratiquez la discipline quotidienne. Si vous voulez vraiment transformer la douleur en puissance, vous devez comprendre que la transformation ne se produit pas par accident. Elle se produit par discipline. Discipline quotidienne, discipline constante, discipline même quand vous ne vous en sentez pas capable. C'est le secret que personne ne veut entendre parce que ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, mais c'est efficace. Les stoïciens étaient obsédés par la discipline. Pas le genre de discipline qui vous punit, mais le genre qui vous libère. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que vous faites quelque chose que vous avez dit que vous feriez, même quand c'est difficile, vous construisez la confiance avec vous-même. Vous prouvez que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et cette confiance en soi est le fondement de toute transformation. Marc Aurèle, qui était empereur de Rome et avait tous les luxes imaginables à sa disposition, se réveillait chaque matin avant l'aube pour pratiquer sa philosophie. Il écrivait dans son journal, méditait sur la vertu, se préparait mentalement pour la journée à venir. Pourquoi? Parce qu'il savait que sans discipline, même un empereur peut devenir esclave de ses impulsions. Alors, par où commencer? Ne commencez pas par essayer de révolutionner toute votre vie du jour au lendemain. C'est une recette pour l'échec. Commencez petit. Choisissez une habitude, une seule, qui, si vous la pratiquiez tous les jours, ferait une différence significative dans votre vie. Peut-être que c'est se réveiller 15 minutes plus tôt. Peut-être que c'est méditer pendant 5 minutes. Peut-être que c'est écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peu importe ce que c'est, engagez-vous pour 30 jours. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Et voici la partie cruciale. Faites-le même les jours où vous ne voulez pas, surtout les jours où vous ne voulez pas, parce que c'est là que la véritable croissance se produit. N'importe qui peut faire quelque chose quand ils sont motivés, mais faire quelque chose quand vous êtes fatigué, quand vous êtes occupé, quand vous avez 1000 excuses, c'est ce qui vous transforme. La discipline crée la structure crée la stabilité crée la paix, et de cette paix, vous pouvez construire n'importe quoi. Sans discipline, vous êtes à la merci de vos humeurs, de vos émotions, des circonstances externes. Avec discipline, vous devenez inébranlable. Les stoïciens pratiquaient aussi ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum, la prévisualisation négative. Chaque jour, ils passaient du temps à imaginer que les choses pourraient mal tourner. Cela semble déprimant, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est incroyablement libérateur. Quand vous avez mentalement répété comment vous gérerez les difficultés, vous êtes beaucoup moins susceptible de paniquer quand elles arrivent réellement. Essayez ceci. Chaque matin, passez 5 minutes à imaginer les défis potentiels de la journée. Peut-être qu'un projet au travail pourrait mal tourner. Peut-être qu'une conversation difficile vous attend. Maintenant,
Visualisez-vous gérant ces situations avec calme et sagesse. Vous préparez mentalement votre réponse. Donc, quand et si ces défis apparaissent, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Vous êtes prêt. Un autre aspect crucial de la discipline est la cohérence. Les stoïciens savaient que faire quelque chose une fois ne change rien. C'est la répétition qui crée la transformation. Pensez à sculpter une statue de marbre. Un coup de ciseau ne fait presque rien, mais des milliers de coups, patiemment appliqués jour après jour, créent un chef-d'œuvre. Votre vie est le marbre. Votre discipline quotidienne est le ciseau. Quel chef-d'œuvre créez-vous? Ou laissez-vous le marbre brut et informe? Le choix est vôtre et vous le faites chaque jour avec vos actions. Comme Épictète l'a enseigné, aucun grand-chose n'est créé soudainement, pas plus qu'un bouquet de raisins ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je réponds qu'il faut du temps. Stratégie 4. Maîtrisez vos réactions émotionnelles. Voici une vérité inconfortable. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous réagissez. Toujours. Cette idée simple mais puissante est au cœur du stoïcisme. Et quand vous la maîtrisez vraiment, vous devenez pratiquement invincible. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a dit quelque chose de blessant. Quelle a été votre première réaction? Probablement une vague d'émotions, de colère, de blessures, de défensive. C'est naturel, c'est humain. Mais voici ce que les stoïciens comprenaient. Il y a un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside votre pouvoir. La plupart des gens réagissent instantanément sans réfléchir. Quelqu'un les insulte, ils ripostent. Quelqu'un les blesse, ils cherchent la vengeance. C'est une vie réactive, une vie où vous êtes constamment ballotté par les vents des circonstances et des actions des autres. Mais il y a une autre façon. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler la pause consciente. Quand quelque chose les déclenchait émotionnellement, au lieu de réagir immédiatement, ils prenaient un moment. Ils respiraient, ils observaient l'émotion sans s'identifier à elle. Ah, voilà la colère qui monte, c'est intéressant. Pas je suis en colère, mais il y a de la colère. Cette distinction semble petite, mais elle est énorme. Quand vous dites je suis en colère, vous vous identifiez avec l'émotion. Vous devenez l'émotion. Mais quand vous dites il y a de la colère, vous créez de l'espace. Vous êtes l'observateur, pas l'émotion elle-même. Et de cet espace d'observation, vous pouvez choisir votre réponse. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginons que votre patron vous critique injustement devant vos collègues. Votre première impulsion pourrait être de riposter, de vous défendre, peut-être même de démissionner sur le coup. Mais si vous prenez cette pause consciente, vous pourriez réaliser « Cette réaction ne va servir mes intérêts à long terme. Je me sens humilié, c'est vrai. Mais si je réponds avec colère, cela ne fera qu'empirer les choses. Quelle serait la réponse la plus sage ici? Peut-être que la réponse la plus sage est de rester calme dans le moment, puis d'avoir une conversation privée avec votre patron plus tard. Peut-être que c'est de documenter l'incident et de parler aux ressources humaines. Peut-être que c'est de réaliser que cet environnement de travail est toxique et de commencer à chercher ailleurs. Le point est, vous choisissez votre réponse basée sur la sagesse, pas sur l'impulsion émotionnelle. Voici un exercice puissant que les stoïciens utilisaient. À la fin de chaque jour, passez en revue mentalement les moments où vous avez réagi émotionnellement. Pas pour vous juger, mais pour apprendre. Demandez-vous, comment ai-je réagi? Était-ce la meilleure réponse possible? Si une situation similaire se présente demain, comment vais-je répondre différemment? Cette pratique quotidienne de réflexion vous entraîne à devenir plus conscient de vos schémas réactifs. Avec le temps, vous remarquerez quelque chose de remarquable. L'espace entre le stimulus et la réponse devient de plus en plus grand. Ce qui vous déclenchait instantanément avant maintenant vous trouve calme et centré. Les gens commenceront à remarquer « Comment restez-vous si calme ?» demanderont-ils. Et vous saurez que c'est parce que vous avez maîtrisé l'art de choisir vos réactions. Cela ne signifie pas devenir robotique ou supprimer vos émotions.
Les émotions sont naturelles et importantes, mais vous apprenez à ne pas être contrôlé par elles. Vous les ressentez, vous les reconnaissez et ensuite vous choisissez consciemment comment agir. C'est la véritable liberté émotionnelle. Comme Épictète l'a enseigné, les gens ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Stratégie 5. Cultiver la gratitude dans l'adversité. Ceci peut sembler contre-intuitif. Comment pouvez-vous être reconnaissant quand la vie vous frappe durement? Quand vous faites face à la douleur, à la perte, à la déception? Mais c'est précisément dans ces moments que la gratitude devient votre outil le plus puissant pour la transformation. Les stoïciens comprenaient quelque chose de profond. La souffrance est inévitable, mais la misère est optionnelle. La différence entre les deux réside souvent dans la perspective. Deux personnes peuvent faire face exactement à la même situation difficile. L'une tombe dans le désespoir, l'autre trouve des raisons d'être reconnaissante. Qu'est-ce qui fait la différence? L'endroit où elles choisissent de focaliser leur attention. Maintenant, soyons clairs. Je ne parle pas de pensées positives toxiques où vous prétendez que tout va bien quand ce n'est clairement pas le cas. Je parle de quelque chose de plus profond et plus honnête. Il s'agit de reconnaître que même dans les pires circonstances, il y a encore des choses pour lesquelles être reconnaissant. Vous avez perdu votre emploi? C'est terrible, vraiment. Mais pouvez-vous être reconnaissant d'avoir encore votre santé pour chercher un nouveau, d'avoir des compétences que vous pouvez offrir, d'avoir appris quelque chose dans ce travail que vous emporterez avec vous? Vous voyez comment cela fonctionne? Vous ne niez pas la douleur. Vous élargissez simplement votre champ de vision pour inclure également ce qui reste bon. Marc Aurèle pratiquait ce qu'on pourrait appeler la gratitude négative. Chaque matin, il pensait à toutes les choses qui pourraient mal tourner dans sa journée. Puis il se rappelait que rien de tout cela n'était encore arrivé. Il était reconnaissant pour leur absence. C'est une perspective puissante. Combien de catastrophes potentielles ne se sont pas produites aujourd'hui? Des milliers. Et pourtant, nous nous concentrons uniquement sur les quelque chose qui ne vont pas. Voici une pratique que je vous défie de faire pendant les 30 prochains jours. Chaque soir, avant de vous coucher, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Mais voici le twist. Au moins une d'entre elles doit être quelque chose qui a d'abord semblé négatif. Une difficulté, un défi, un obstacle, et vous devez trouver une raison authentique d'être reconnaissant pour cela. Par exemple, je suis reconnaissant pour l'argument que j'ai eu avec mon partenaire aujourd'hui parce qu'il a révélé un problème dans notre communication que nous devons résoudre. Ou je suis reconnaissant d'avoir raté le bus ce matin parce que cela m'a forcé à ralentir et à remarquer le beau lever de soleil. Vous voyez comment cela entraîne. Votre cerveau a cherché le bien même dans l'inconfortable? La science soutient cela également. Des études montrent que pratiquer régulièrement la gratitude change littéralement la chimie de votre cerveau. Cela augmente la sérotonine et la dopamine, les neurotransmetteurs du bonheur. Cela réduit le cortisol, l'hormone du stress. Mais plus important encore, cela change votre orientation par défaut de ce qui ne va pas à ce qui va bien. Les stoïciens allaient encore plus loin. Ils pratiquaient la memento mori, se rappelant de leur mortalité. Cela semble morbide, mais c'est en fait incroyablement vivifiant. Quand vous vous rappelez vraiment que votre temps est limité, que chaque jour est un cadeau que vous ne récupérerez jamais, la gratitude devient automatique. Comment pouvez-vous ne pas être reconnaissant pour un autre jour de vie? Un autre coucher de soleil? Une autre conversation avec quelqu'un que vous aimez? Voici quelque chose de puissant à essayer. Pensez à quelque chose dans votre vie en ce moment qui vous cause de la douleur ou de la frustration. Vraiment, prenez un moment. Maintenant, imaginez que dans 5 ans, vous regardez en arrière sur ce moment. Quelles leçons pourriez-vous en avoir tirées? Comment cela pourrait-il vous avoir rendu plus fort? Pourquoi pourriez-vous éventuellement être reconnaissant à ce sujet? Même si vous ne pouvez pas le ressentir maintenant, pouvez-vous au moins voir la possibilité? C'est le début de la transformation. Quand vous commencez à voir chaque expérience, même douloureuse, comme quelque chose qui contribue à votre croissance, la nature même de la douleur change. Elle ne disparaît pas,
mais elle n'a plus de pouvoir sur vous. Comme Sénèque l'a écrit, les véritables bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Un sage se contente de ce qu'il a, quel que soit ce que c'est, sans souhaiter ce qu'il n'a pas. Stratégie 6. Construisez la résilience par la pratique de l'inconfort. Voici quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Si vous voulez devenir fort, vous devez volontairement vous rendre inconfortable. La force ne vient pas du confort, elle vient de pousser contre la résistance. Et c'est vrai non seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement aussi. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils ne se contentaient pas d'attendre que la vie devienne difficile. Ils créaient délibérément des difficultés pour s'entraîner. Sénèque, qui était incroyablement riche, passait régulièrement des jours à vivre comme un pauvre. Il mangeait de la nourriture simple, portait de vieux vêtements, dormait sur un lit dur. Pourquoi ? Pour prouver à lui-même qu'il pouvait survivre sans luxe. Pour que quand et s'il perdait sa richesse, il ne serait pas détruit. C'est ce qu'on appelle inoculation volontaire contre l'adversité. C'est comme un vaccin. Vous vous exposez à une petite dose de difficulté dans un environnement contrôlé afin que quand la vraie adversité frappe, vous soyez prêt. Vous avez déjà prouvé à vous-même que vous pouvez gérer l'inconfort. Alors à quoi cela ressemble-t-il dans la pratique moderne? Il y a d'innombrables façons. Peut-être que vous prenez des douches froides. Au début, c'est choquant, inconfortable. Chaque fibre de votre être veut sortir, mais vous restez, vous respirez. Vous prouvez à vous-même que vous pouvez gérer l'inconfort temporaire. Et cette leçon se transfère à tout le reste de votre vie. Peut-être que vous jeûnez occasionnellement, sautez un repas ou deux, sentir la faim et réaliser qu'elle ne vous tuera pas. Encore une fois, vous entraînez votre esprit que l'inconfort est gérable, temporaire, pas une urgence. Peut-être que vous avez cette conversation difficile que vous avez évitée. Vous vous asseyez avec l'inconfort émotionnel d'un conflit potentiel parce que vous savez que c'est nécessaire pour la croissance. Peut-être que vous vous réveillez plus tôt que ce que vous pensez pouvoir gérer. Vous vous asseyez avec la fatigue, l'envie de retourner au lit, et vous le faites quand même. La clé ici est la volonté. Quand la vie vous impose de l'inconfort, c'est une chose, mais quand vous vous l'imposez volontairement, vous prenez le pouvoir. Vous n'êtes plus une victime de circonstances, vous êtes un guerrier en formation. Les stoïciens appelaient cela praemeditatio malorum, anticiper les difficultés. Mais ils allaient plus loin. Ils ne se contentaient pas d'imaginer les difficultés, ils les créaient. Et dans ce processus, ils devenaient des personnes qui ne pouvaient pas être facilement brisées. Voici un défi pour vous. Identifiez un domaine de votre vie où vous recherchez constamment le confort. Peut-être que c'est la nourriture, peut-être que c'est le divertissement, peut-être que c'est le sommeil. Maintenant, créez délibérément un inconfort dans ce domaine, pas d'une manière qui vous blesse, mais d'une manière qui vous met au défi. Si vous mangez toujours, jusqu'à être rassasié, essayez de vous arrêter à 80%. Si vous regardez toujours Netflix pour vous détendre, essayez de vous asseoir dans le silence à la place. Si vous dormez toujours jusqu'à la dernière minute possible, réveillez-vous 30 minutes plus tôt. Remarquez ce qui se passe. Au début, votre esprit protestera. Il vous donnera 1000 raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Tu as besoin de ton confort. Tu travailles dur. Tu le mérites. Mais si vous persistez, vous découvrirez quelque chose de remarquable. L'inconfort n'était pas aussi mauvais que vous le pensiez. Et maintenant, vous avez prouvé à vous-même que vous êtes plus fort que vous le croyiez. Cette force construite volontairement devient votre plus grand atout quand la vraie adversité frappe. Parce qu'elle frappera. La vie garantit cela. Mais quand elle le fait, vous ne serez pas cette personne qui s'effondre au premier signe de difficulté. Vous serez la personne qui a affronté l'inconfort encore et encore et encore. Qui a prouvé sa résilience 1000 fois dans de petites manières. Et maintenant, face à un grand défi, vous avez la confiance pour savoir « j'ai déjà fait cela, je peux le faire encore ». Comme Épictète l'a enseigné, les difficultés montrent qui sont les hommes. Donc, quand une difficulté se présente, rappelez-vous que Dieu
comme un entraîneur vous a jumelé avec un adversaire robuste. Stratégie 7. Pratiquez la réflexion et l'auto-examen. Socrate a dit « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Les stoïciens ont pris cela à cœur. Ils croyaient que la transformation réelle exige une conscience brutalement honnête de soi. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Et vous ne pouvez pas reconnaître ce que vous ne prenez jamais le temps d'examiner. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant du monde romain, passait du temps chaque jour à écrire dans son journal. Pas pour que d'autres le lisent. Il ne s'attendait jamais à ce que ses écrits soient publiés, mais pour se parler à lui-même, pour réfléchir sur ses actions, ses pensées, ses échecs, ses succès. C'était son laboratoire d'amélioration personnelle. Sénèque recommandait un exercice spécifique. Chaque nuit, avant de dormir, il passait en revue sa journée entière dans son esprit. Pas pour se juger durement, mais pour apprendre. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Qu'ai-je fait de mal? Où ai-je agi selon mes valeurs? Où ai-je échoué? Quelle opportunité ai-je manqué? Quelles leçons puis-je emporter? Cette pratique quotidienne de réflexion crée une boucle de rétroaction qui accélère la croissance. La plupart des gens répètent les mêmes erreurs encore et encore parce qu'ils ne prennent jamais le temps de les examiner vraiment. Ils vivent de manière réactive, passant d'un moment au suivant sans jamais s'arrêter pour réfléchir. Mais quand vous créez un espace quotidien pour l'auto-examen, vous commencez à voir des schémas. Oh, je remarque que je deviens défensif chaque fois que quelqu'un me critique, même si la critique est constructive. Pourquoi est-ce le cas? De quoi ai-je peur? Ces aperçus sont de l'or, parce qu'une fois que vous voyez le schéma clairement, vous pouvez commencer à le changer. Voici comment commencer votre propre pratique d'auto-examen. Vous n'avez besoin que de 10 minutes par jour. Trouvez un moment tranquille, de préférence le soir. Prenez un journal et un stylo. Oui, physiquement, écrivez, ne me tapez pas. Il y a quelque chose dans le processus physique d'écriture qui engage votre cerveau différemment. Posez-vous ces questions. Quels sont les 3 moments clés d'aujourd'hui? Comment ai-je réagi à chacun d'eux? Ai-je agi selon mes valeurs? Où ai-je bien fait? Où aurais-je pu faire mieux? Quelle est une chose que j'ai apprise aujourd'hui? Quelle est une chose que je ferai différemment demain? Ne sautez aucun jour. La cohérence est cruciale, parce que ce qui se passe avec le temps est que vous commencez à développer ce que les psychologues appellent l'ego observateur. Une partie de vous qui peut se détacher de vos expériences et les voir objectivement. Cette capacité est transformatrice. Imaginez avoir une réunion difficile, et même pendant qu'elle se déroule, une partie de vous observe. Intéressant, je me sens menacé en ce moment. Mon cœur bat plus vite. Je sens l'envie de m'interrompre, mais je vais choisir de respirer et d'écouter à la place. C'est le pouvoir de la conscience cultivé par la réflexion régulière. Les stoïciens croyaient aussi à avoir un mentor ou un modèle, même si cette personne n'était plus en vie. Sénèque conseillait de choisir quelqu'un que vous admirez profondément, puis de vous demander régulièrement « Qu'est-ce que cette personne ferait dans cette situation ?» Cette pratique vous aide à sortir de vos schémas automatiques et à considérer des alternatives. Qui est votre modèle? Cela pourrait être un philosophe, historique, un membre de la famille, un personnage fictif, peu importe. La clé est de choisir quelqu'un dont les valeurs vous inspirent. Ensuite, lorsque vous vous trouvez face à une décision difficile, consultez mentalement cette personne. Que ferait Marc Aurèle? Comment ma grand-mère gérerait-elle cela? Une dernière chose sur la réflexion, soyez brutalement honnête, mais aussi compatissant avec vous-même. L'objectif n'est pas de vous battre pour chaque erreur, c'est d'apprendre et de grandir. Traitez-vous comme vous traiteriez un bon ami que vous voulez aider à améliorer. Avec honnêteté, oui, mais aussi avec gentillesse. Au fil des mois et des années de cette pratique, vous verrez quelque chose de remarquable. Vous commencerez à mieux vous connaître que n'importe qui d'autre ne vous connaît. Vous comprendrez vos déclencheurs, vos schémas, vos forces, vos faiblesses. Et à partir de cette connaissance de soi profonde, vous pouvez vous sculpter dans la personne que vous aspirez à être. Comme Épictète l'a enseigné,
Pas de grande chose n'est créée soudainement. Stratégie 8. Servez quelque chose de plus grand que vous-même. Voici une vérité paradoxale. La meilleure façon de transformer votre propre douleur en puissance est d'arrêter de vous concentrer sur vous-même et de commencer à servir les autres. Quand vous ne vous concentrez que sur votre propre souffrance, elle tend à grandir et à vous consumer. Mais quand vous tournez votre attention vers l'extérieur, vers comment vous pouvez contribuer, quelque chose de magique se produit. Votre douleur ne disparaît pas, mais elle gagne en sens. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils croyaient que nous sommes tous des parties d'un tout plus grand, comme des cellules dans un corps. Quand une cellule ne sert que elle-même, c'est ce que nous appelons le cancer. Mais quand elle remplit son rôle dans le système plus grand, elle contribue à la santé et à la vitalité de tout l'organisme. Marc Aurèle a écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut être bon pour l'abeille ». Il comprenait que son bien-être individuel était inextricablement lié au bien-être de la communauté. Et cette perspective a transformé même ses tâches les plus difficiles d'empereur en actes de service significatifs. Pensez à votre propre vie. Quand vous faites face à des difficultés, que se passe-t-il si vous vous concentrez uniquement sur votre propre douleur? Elle grossit, n'est-ce pas? Vous ruminez, vous vous inquiétez, vous devenez enfermé dans une spirale mentale. Mais que se passe-t-il quand, au milieu de votre propre lutte, vous prenez un moment pour aider quelqu'un d'autre? Même quelque chose de petit, écouter un ami, aider un voisin, faire du bénévolat. Soudain, votre propre douleur semble plus gérable, parce que vous vous êtes rappelé que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Cela ne signifie pas ignorer vos propres besoins. Les stoïciens n'étaient pas des martyrs qui se sacrifiaient pour les autres au point de l'autodestruction. C'est plutôt que servir quelque chose de plus grand que vous-même donne à votre souffrance un contexte et un but. Au lieu que votre douleur soit juste une douleur, elle devient quelque chose que vous pouvez utiliser pour développer de l'empathie, de la compassion, de la sagesse que vous pouvez ensuite offrir aux autres. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration nazi et a écrit le puissant livre Man's Search for Meaning, a observé que ceux qui survivaient le mieux aux horreurs inimaginables des camps étaient souvent ceux qui trouvaient un sens au-delà d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils prenaient soin d'un autre prisonnier, peut-être qu'ils se raccrochaient à un but qu'ils accompliraient s'ils survivaient. Ce sens les maintenait en vie quand toute raison logique de continuer avait disparu. Alors comment appliquez-vous cela? Commencez par vous demander « Qu'est-ce qui est plus grand que moi-même » Cela pourrait être une famille, votre communauté, une cause en laquelle vous croyez, votre travail quand vous le voyez comme un service plutôt que juste un emploi, même l'humanité future. Il n'y a pas de bonne réponse. La clé est de trouver quelque chose qui résonne avec vous. Ensuite, trouvez des moyens, même petits, de servir cette chose plus grande chaque jour. Si c'est votre famille, peut-être que vous prenez un moment supplémentaire pour vraiment écouter votre enfant ou votre partenaire, même quand vous êtes fatigué. Si c'est votre communauté, peut-être que vous ramassez des déchets dans votre quartier ou que vous souriez et saluez les voisins que vous croisez. Si c'est une cause, peut-être que vous donnez de votre temps ou de votre argent, même modestement. L'effet cumulatif de ces petits actes de service est profond. D'abord, ils vous sortent de votre propre tête. Deuxièmement, ils créent un sentiment de connexion et de but. Troisièmement, ils vous font réaliser que même au milieu de votre propre lutte, vous avez quelque chose de précieux à offrir. Et voici ce qui est vraiment beau. Souvent, en servant les autres, vous trouvez votre propre guérison. Pas parce que vous l'avez cherchée, mais parce qu'elle arrive naturellement quand vous sortez du cycle de l'auto-absorption. Votre perspective s'élargit. Vos problèmes, bien que toujours réels, ne semblent plus insurmontables. Les stoïciens croyaient que nous avons tous un rôle à jouer dans le grand théâtre de la vie. Votre rôle n'a pas besoin d'être grand ou remarquable, mais il doit être rempli avec intégrité et dévouement. Quand vous embrassez votre rôle, quel qu'il soit, et que vous le jouez au meilleur de vos capacités,
Vous trouvez un sens qui transcende la souffrance personnelle. Alors demandez-vous, quel est mon rôle en ce moment? Comment puis-je le jouer excellemment? Comment puis-je servir? Et dans les réponses à ces questions, vous trouverez une force que vous ne saviez pas que vous possédiez. Comme Marc Aurèle l'a écrit, la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui a fait le mal. Stratégie 9. Embrasser le changement comme la nature de la vie. L'une des plus grandes sources de souffrance humaine est la résistance au changement. Nous voulons que les choses restent comme elles sont ou comme elles étaient. Nous nous accrochons aux gens, aux circonstances, aux versions de nous-mêmes qui n'existent plus. Et dans cet accrochage, nous créons notre propre tourment. Les stoïciens avaient une vision radicalement différente. Ils comprenaient que le changement n'est pas une aberration, c'est la nature même de l'existence. Héraclite, qui a influencé la pensée stoïque, a dit « Personne ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. La rivière change constamment, vous changez constamment, tout change constamment. » Marc Aurèle méditait fréquemment sur l'impermanence de toute chose. Il se rappelait que les grands empires s'élèvent et tombent, que les personnes puissantes finissent par mourir et sont oubliées, que tout ce qui existe finira par cesser d'exister. Cela pourrait sembler déprimant, mais Marc Aurèle le trouvait profondément libérateur. Pourquoi libérateur? Parce que quand vous acceptez vraiment que tout est temporaire, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à essayer de rendre les choses permanentes. Vous cessez de vous accrocher désespérément. Au lieu de cela, vous appréciez pleinement les choses pendant qu'elles sont là, sachant qu'elles changeront. Et quand elles changent, vous n'êtes pas dévasté parce que vous saviez que c'était inévitable. Pensez à une feuille en automne. Quand elle devient dorée et tombe de l'arbre, nous ne la pleurons pas. Nous la trouvons belle. Pourquoi? Parce que nous acceptons que c'est la nature de la feuille. Elle bourgeonne au printemps, fleurit en été, change de couleur en automne et tombe en hiver. C'est son cycle naturel. Nos vies ont des cycles aussi. Les relations ont des cycles. Les carrières ont des cycles. Les versions de nous-mêmes ont des cycles. Et quand nous résistons à ces cycles naturels, nous souffrons. Mais quand nous les embrassons, quand nous apprenons à lâcher prise avec grâce, nous trouvons la paix. Cela ne signifie pas devenir passif ou ne pas se soucier. Cela signifie faire la distinction entre s'attacher et s'engager. Vous pouvez être pleinement engagé dans une relation, un projet, un objectif, tout en tenant légèrement, sachant que cela changera éventuellement. Et quand ce changement vient, au lieu de le combattre, vous vous ajustez. Pensez aux arts martiaux. Un combattant rigide qui résiste à chaque coup finit par se briser. Mais un combattant qui peut bouger avec les coups, qui peut s'adapter et couler, survit et finalement prévaut. La vie est comme ça. Rigidité égale fragilité, flexibilité égale force. Alors, comment cultivez-vous cette flexibilité? Commencez par remarquer où dans votre vie vous résistez au changement. Où vous vous dites « les choses ne devraient pas être comme ça » ou « ça ne devrait pas arriver ». Remarquez cette résistance. Ensuite, demandez-vous « et si cela est censé arriver? Et si c'est le cycle naturel des choses? Comment puis-je m'ajuster et couler avec cela plutôt que de me battre contre ?» Pratiquez des lâcher-prises symboliques. Rangez les vêtements que vous ne portez plus. Supprimez les vieux fichiers de votre ordinateur. Laissez partir les rancunes et les griefs. Chacun de ces petits lâcher-prise entraîne votre esprit que lâcher-prise ne signifie pas perdre. Cela signifie faire de la place pour le nouveau. Les stoïciens pratiquaient également la contemplation de la perte. Ils s'imaginaient perdant les choses qu'ils chérissaient, pas dans un esprit morbide, mais pour se rappeler de ne pas les tenir pour acquis. Si vous prenez 5 minutes chaque jour pour imaginer vraiment que les personnes que vous aimez pourraient ne pas être là demain, comment cela change-t-il la façon dont vous interagissez avec elles aujourd'hui? Cela tend à apporter plus de présence, plus d'appréciation, plus d'amour. Et voici quelque chose de puissant. Quand vous embrassez pleinement le changement, vous devenez antifragile. C'est un terme inventé par Nassim Taleb.
Antifragile signifie non seulement résistant au changement, mais en fait renforcé par lui. Comme le système immunitaire devient plus fort en étant exposé aux germes. Comme les muscles deviennent plus forts en étant déchirés et réparés. Quand le changement arrive dans votre vie, grand ou petit, voyez-le comme une opportunité de devenir plus fort. Ah, j'ai perdu mon emploi. C'est une chance d'apprendre la résilience financière et peut-être de poursuivre ce projet en lequel je croyais. Je deviens plus fort grâce à cela. Ah, cette relation s'est terminée. C'est une chance d'apprendre plus sur moi-même et sur ce dont j'ai vraiment besoin. Je deviens plus sage grâce à cela. Ce changement de perspective transforme le changement d'ennemi en allié. Et soudain, la vie devient beaucoup moins effrayante. Comme Sénèque l'a écrit, toute cruauté naît de la faiblesse. Stratégie 10. Pratiquez l'attention au moment présent. Voici une vérité inconfortable. La plupart du temps, vous n'êtes pas vraiment là où vous êtes. Physiquement, oui, mais mentalement, vous êtes dans le passé, ruminé sur ce qui s'est passé, ou dans le futur, s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Pendant ce temps, le seul moment où vous avez réellement du pouvoir, le maintenant passe inaperçu. Les stoïciens comprenaient que le pouvoir réside dans le moment présent. Marc Aurèle a écrit « Confinez-vous au moment présent ». Pas parce que le passé et le futur ne sont pas importants, mais parce que ce sont les seules choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Le passé est déjà arrivé, le futur n'est pas encore arrivé. La seule chose à laquelle vous pouvez réellement faire quelque chose est maintenant. Pensez à combien de votre souffrance existe uniquement dans votre esprit. Vous vous inquiétez d'une présentation que vous devez faire la semaine prochaine. Cette présentation n'est pas en train de se produire maintenant. Mais votre anxiété à ce sujet est. Vous ruminez sur un argument que vous avez eu il y a 3 jours. Cet argument est terminé, mais votre ressassement à ce sujet est actuel. Le bouddhisme a un dicton. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. La douleur est ce qui se passe dans le moment présent. Quelqu'un vous insulte, vous ressentez la piqûre émotionnelle. Ça, c'est la douleur. Mais la souffrance est ce qui se passe quand vous emportez cette insulte avec vous, la rejouant encore et encore dans votre esprit, la laissant empoisonner votre humeur pendant des jours. C'est la souffrance, et c'est optionnel. Les stoïciens étaient des maîtres pour rester dans le présent. Ils se demandaient constamment, y a-t-il un problème en ce moment précis, à cette seconde même? Généralement, la réponse est non. En ce moment, assis ici à lire, il n'y a pas de crise. Vos besoins de base sont satisfaits. Vous êtes relativement en sécurité. Bien sûr, il pourrait y avoir des problèmes demain ou il pourrait y avoir eu des problèmes hier. Mais maintenant, c'est probablement bien. Cette prise de conscience simple mais profonde peut apporter une paix immense parce que la plupart de notre anxiété vient du fait de vivre n'importe où, sauf maintenant. Alors comment cultivez-vous la présence? Il y a de nombreuses pratiques, mais commençons par les plus simples. Ancrage sensoriel. Plusieurs fois par jour, faites une pause et remarquez vos 5 sens. Que voyez-vous en ce moment? Que entendez-vous? Que sentez-vous? Que goûtez-vous? Que touchez-vous? La chaise sous vous, les vêtements sur votre peau. Cet exercice simple tire votre esprit hors de ces boucles de pensée et le ramène dans le corps, dans le maintenant. Respiration consciente. Votre respiration est toujours dans le présent. Vous ne pouvez pas respirer dans le passé ou dans le futur. Donc quand vous vous concentrez sur votre respiration, même pour juste 5 respirations, vous vous ancrez automatiquement dans le maintenant. Inspirez profondément, remarquez la sensation. Expirez complètement, remarquez la libération. Action singulière. Quelle que soit la tâche que vous faites, donnez-lui toute votre attention. Si vous lavez la vaisselle, lavez vraiment la vaisselle. Sentez l'eau chaude, remarquez l'odeur du savon. Voyez comment la mousse se forme. Ne lavez pas la vaisselle tout en planifiant mentalement votre journée de demain. Soyez où vous êtes. Les stoïciens, c'est